Et si l'économie solidaire était l'avenir, produire et vendre en France, c'est en tout cas possible. Avec nous ce soir sur TV5 Monde, Benoît Hamon, merci d'être avec nous, bienvenue à vous. Vous êtes ministre français délégué à l'économie sociale et solidaire et à la consommation. Alors pour beaucoup c'est un peu un concept abstrait, on a eu le développement durable si l'on peut dire, on a aujourd'hui l'économie solidaire, c'est un concept, comment est-ce que vous le définiriez Benoît Hamon ? D'abord une réalité, ce sont des entreprises sociales qui sont non lucratives au sens où les bénéfices qu'elles réalisent sont réinjectés dans l'entreprise, ne servent pas le rendement d'un capital. Et elles sont souvent gouvernées démocratiquement, c'est-à-dire qu'elles associent toutes les parties prenantes à la décision. C'est à peu près 10% du PIB de la France, l'économie sociale, et à peu près 2 400 000 salariés, ce qui n'est pas rien. On a dans beaucoup d'économies développées des chiffres assez comparables avec des économies comme l'économie canadienne qui fait une grande place à l'économie sociale, les États-Unis d'Amérique où il y a un secteur coopératif aussi très puissant, l'Amérique du Sud ou quelques pays européens où on trouve une part de l'économie sociale dans le PIB assez comparable à ce qu'on peut trouver en France. Et c'est ce qui explique la volonté des pouvoirs publics en France de construire une vraie politique pour la France, de changement d'échelle, mais aussi de coopération au niveau international dans ce domaine-là. Alors vous disiez, Benoît Hamon, combien ça pèse en France en termes d'emploi, de PIB, mais dans un monde globalisé, est-ce que l'économie française peut aller encore plus en avant ? Est-ce qu'elle peut en faire un socle de son économie ou est-ce que c'est un vœu pieux ? C'est une économie très localisée, par définition. Les secteurs dans lesquels on trouve beaucoup d'établissements privés non lucratifs, c'est le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale, des personnes âgées, tout le champ de l'économie verte, le recyclage, les services à la personne, tout l'emploi associatif, par exemple. C'est une économie donc très localisée qui n'empêche pas qu'elle soit en concurrence avec des entreprises classiques. Prend la prise en charge des personnes âgées. Vous trouvez des maisons de retraite non lucratives qui seront face à des grands groupes lucratifs. La concurrence peut parfois même être assez féroce entre ces établissements privés non lucratifs et lucratifs. Donc on a là des entreprises qui sont dans le champ concurrentiel, qui s'assignent une autre mission que celle juste de faire des bénéfices, c'est d'être utile socialement. Ça a parfois un coût, il faut le reconnaître, mais ça mérite surtout d'être valorisé. Pourquoi ? Pour une raison très pragmatique, c'est qu'on a constaté en France que ce secteur avait créé pour la France, dans les 10 dernières années, 23% d'emplois supplémentaires, là où l'économie classique ne progressait que de 7%. C'est donc un secteur qui, en pleine crise, a continué à créer de l'emploi. Ça justifie l'intérêt très pragmatique de la France, aujourd'hui, du gouvernement de Jean-Marc Ayrault pour le développement de l'ESS. Alors, vous étiez... ESS, voulant dire économie sociale et solidaire, pardon. C'est ça, faut préciser. Vous revenez d'un voyage en Bolivie et au Pérou notamment. Est-ce que vous avez signé des accords en matière d'économie solidaire ? Oui, c'est un des axes à partir desquels nous travaillons. Nous travaillons notamment de manière très concrète avec ces deux pays sur quelque chose que connaissent bien les Français, le commerce équitable. Le commerce équitable qui amène à ce que quand on achète, de manière très classique, en plus la Bolivie et le Pérou sont deux pays de producteurs de cacao et de café, parce qu'on se préoccupe de la juste rémunération du producteur, du transformateur, celui qui conditionne le paquet de café et jusqu'au distributeur. On est donc là dans une volonté de commercer de manière vertueuse, d'échanger de manière vertueuse. Et c'était intéressant parce que nous avons pu à la fois faire le point sur le développement de ces filières, réfléchir à la manière dont on pouvait soutenir la transformation des produits directement dans ces territoires, mais une volonté forte de la France que je partage avec Pascal Canfin, le ministre en charge du développement, c'est de développer le commerce équitable qui est malgré tout assez peu développé en France par rapport à d'autres économies développées. Et développer comment ? En renforçant la confiance du consommateur dans les labels. De façon à ce que si on choisit de payer un tout petit peu plus cher pour un produit issu du commerce équitable, on puisse faire confiance dans le label qu'on voit sur le produit. Mais alors justement, Benoît Hamon, comment sensibiliser finalement pour que nous devenions des consommateurs finalement plus raisonnés, plus... De multiples manières. Moi, je crois beaucoup aux consommateurs comme arbitre possible d'une amélioration des conditions de production de tout ce qu'on achète, des services comme des vêtements qu'on porte aujourd'hui ou la voiture qu'on achètera peut-être demain ou après-demain. Comment est-ce que ce consommateur peut aider à rendre ces processus d'échange et de production plus vertueux ? D'abord en étant un consommateur avisé, donc informé. Informé, c'est, je vais prendre un seul exemple
exemple qui est dans la loi consommation. On va demain obliger les restaurateurs, ça n'a pas grand-chose à voir avec le commerce équitable, mais c'est important, à vous dire quand le plat que vous avez dans votre assiette est fait en cuisine ou fait dans une cuisine industrielle, on se contente juste de vous amener un plat sous barquette et ensuite de vous le réchauffer dans la cuisine du restaurant. Ça peut être très bon dans les deux cas. Mais le fait de savoir si oui ou non quelqu'un a travaillé à partir de produits bruts en cuisine, ça nous paraît une information légitime. Donc là, faire la même chose en sachant si le producteur péruvien, lui, a eu tel ou tel revenu. L'idée, c'est de vraiment travailler à une meilleure information, de façon à renforcer ces filières du commerce équitable. Et c'est aujourd'hui un choix politique pour lesquels, comme le fait de soutenir les circuits courts, un choix politique pour lesquels nous allons consacrer des moyens financiers. Un circuit court, un exemple, par exemple? Les circuits courts, c'est tout. On pense beaucoup évidemment aux produits agricoles, en circuit court, mais je vais ne prendre qu'un exemple. Aujourd'hui, quand vous ramenez dans le cadre d'une garantie de conformité un produit d'électroménager, dans une grande enseigne, il va vous le remplacer. Mais il va vous le remplacer souvent par un produit qui a été fabriqué de l'autre côté. En Asie, par exemple. Et donc de très très loin. Eh bien, circuit court, c'est quoi ? C'est de faire en sorte qu'on soulève tout simplement le capot de la bouilloire que vous avez, qui ne marche plus, et de regarder que si on le répare ici, ça sera le même service pour vous, dans les mêmes délais, et ça évitera une empreinte carbone qui est celle d'un produit qu'on a refait venir de très loin pour vous le remplacer. Bien voilà un circuit court. Ce sera développé dans le cadre de la loi consommation, puisque désormais, nous obligerons les enseignes qui disent mettre à disposition des pièces détachées, eh bien de le faire vraiment. Parce que jusqu'ici, c'était une information qu'on vous donnait. Il y a des pièces détachées, mais il n'y a pas d'obligation de les fournir quand vous en aviez vraiment besoin. Eh bien, c'est dans la loi consommation, et ça va développer une industrie de la réparation en France, localisée. C'est du circuit court. Alors, Benoît Hamon, autre circuit court. Vous me tendez la perche, vous le savez sans doute. Un jean, par exemple, eh bien, parcourt jusqu'à 65 000 kilomètres avant d'arriver à celui qui va le porter ou à celle qui va le porter. Un entrepreneur français s'est dit finalement, les deux villes les plus éloignées de France ne sont distantes que de 1083 kilomètres. Il a décidé de produire en France, de lutter à sa manière contre la mondialisation et la désindustrialisation. Reportage de Stéphane Stasi dans la Drôme. Des pieds à la tête, Thomas Hurier est habillé Made in France. Et pour cause, propriétaire d'un magasin spécialisé dans les vêtements équitables, installé à Romans dans la Drôme, il a décidé il y a 2 ans de se lancer dans la production. Depuis 3 ans, on a rencontré quelques difficultés avec la fermeture de nos principaux fournisseurs. Suite à ces fermetures, on a décidé de lancer nos propres vêtements, avec notamment ces chaussettes en coton recyclé, ces t-shirts issus du commerce équitable et en coton bio. Et donc on a souhaité aller encore plus loin dans la relocalisation et grâce au circuit court en proposant cette gamme de chaussures et de jeans entièrement fabriqués en France et éco-conçus. 1083, le nom de la marque de jeans, c'est la distance entre les deux villes les plus éloignées de France. Un chiffre symbolique pour montrer que le vêtement est confectionné dans l'Hexagone. Tout le tissage du denim, la teinture du fil bleu, tout ça c'est réalisé en France près de Roanne. Ensuite, ces rouleaux de tissu vont à Marseille, où le modèle est confectionné, c'est-à-dire que les rouleaux sont coupés, puis cousus ensemble pour former le jean. Les fonds de poche, les biais, le jacqueron sont tissés en France, près de Saint-Étienne aussi, et même l'étiquette papier est imprimée par un imprimeur local chez nous à Romans. Après le jean, la chaussure, et à Romans, dont c'est la capitale française, c'est important. Ici, la tendance est plutôt à la fermeture des usines. Alors, pour ce jeune atelier, l'arrivée des commandes 1083 est une bouffée d'oxygène. Surtout que les deux entrepreneurs partagent les mêmes valeurs. On s'est retrouvé sur cette notion de proximité, donc avec 1083, la volonté de produire en France et le respect de l'environnement, donc qui est quelque chose d'important aujourd'hui, c'est-à-dire on ne peut plus fabriquer des produits sans vraiment se poser en amont, au moment du développement, comment les produits sont faits et comment on va pouvoir les dissocier en fin de vie. Pour arriver à ses fins, Thomas a fait appel à l'investissement participatif. Il lui fallait 100 précommandes pour lancer la production de jeans ou de chaussures. 1 an plus tard, il dépasse toutes ses espérances avec près de 3000 commandes. Pour y répondre, il a fallu embaucher. Aujourd'hui, ils sont 6 dans l'entreprise. Fort de ses succès, il se lance dans la fabrication de pulls. Bien sûr, la laine est recyclée, le tissage effectué dans le Tarn. Cette fois-ci, sous une autre marque. Ce n'est plus 1083, mais Tricolore. L'engagement de Thomas pour le Made in France continue. Voilà, et Benoît Hamon, peut-être pourquoi pas bientôt des costumes. Alors, réaction à cette expérience Bon, d'abord, c'est juste le retour des choses, puisque ça veut dire que le jean revient en France, parce que de Nîmes, c'était la toile de Nîmes, je rappelle, et que
de la toile de tente pour les chercheurs d'or aux États-Unis qui a été transformée en pantalon. Malin à l'américain qui a fait cela, et en fait que 1083 rapatrie quelque part ce qui devrait être dans le patrimoine national, le jean, c'est bien. Ils font partie de ces entrepreneurs sociaux aujourd'hui qui sont très nombreux à choisir le circuit court, le Made in France, a démontré que attendre le coup a bien des idées reçues sur les coûts de production. Il a démontré que par des financements participatifs, donc qui sont originaux, les financements participatifs, par les choix qui sont les leurs de privilégier pour la fabrication de leurs vêtements et de leurs lignes peut-être demain de prêt-à-porter, on peut faire du Made in France. Je trouve ça très bien. Sauf que si ça marche vraiment pour lui, ce jeune entrepreneur, peut-être qu'il va être obligé de tomber dans le productivisme, non, Benoît Hamon? Pourquoi? Parce que si ça marche, c'est bien parce que justement, il a fait ce choix-là. Et que celles et ceux qui achètent et qui ont fait des précommandes pour lui permettre de débarrer, veulent ce produit-là. Et je crois qu'il a parfaitement compris ce qui était une demande de beaucoup de consommateurs, qui est de se préoccuper des conditions de production de ce qu'ils achètent. Et de préférer qu'on produise localement, parce que ça fait aussi de l'emploi local. Il n'y a pas de raison que demain on n'ait pas à nouveau des couturières, qu'on n'ait pas demain... Sinon il n'y aura plus d'ouvriers non plus dans ce pays à ce rythme-là. Et on réservera les ateliers aux pays à faible coût de production, faible coût du travail, pour nous contenter d'avoir une forme d'économie de service. Et bien moi je trouve ça très bien et une bonne occasion d'aller acheter des jeans. Alors les vêtements, Benoît Hamon, vous avez évoqué tout à l'heure le café. Lorsque nous avions reçu ici même dans 64 minutes le président de l'Équateur, Rafael Correa, il était très intéressé par la manière dont la France menait sa politique en matière de logement social. Est-ce que vous traitez aussi de ces sujets-là sur d'autres continents? Oui, nous avons sur la question du logement social, sur la question de la prise en charge des personnes âgées, sur la question du recyclage, aujourd'hui des savoir-faire en France. Quand vous dites c'est quoi la France au niveau économique, on vous vantera le TGV, on vous vantera notre capacité à lancer des satellites, on vous vendra nos Airbus. C'est vrai qu'on est associé à de la technologie. On ne dit pas assez que dans le champ de l'économie de service, on a des savoir-faire qui sont des savoir-faire qui intéressent notamment les économies émergentes, qui sont confrontées aux mêmes problèmes que nous, des déchets qui s'amoncellent, qui sont confrontés au problème du vieillissement de la population, qui sont confrontés à l'émergence d'une classe moyenne qui a des besoins en logement. Et c'est la raison pour laquelle, dans le domaine du logement social en particulier, Rafael Correa et le président de l'Équateur a signé avec la France un accord dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. C'est un des secteurs dans lesquels on peut faire valoir notre expertise. Et moi, je suis convaincu, si on devait raisonner seulement en termes de capacité d'influence de la France, c'est un élément de soft power, d'influence. Le fait qu'on n'avance pas juste pour vendre un très joli métro, un bel ouvrage de travaux publics, mais aussi une capacité à construire de l'expertise et de la coopération dans le domaine des services à la personne. Alors Benoît Hamon, solidarité sociale, deux mots importants pour ceux qui sont de gauche, importants donc pour vous. Est-ce que vous jugez la politique économique du président François Hollande, près de 2 ans après son arrivée au pouvoir, assez adapté justement à votre vision? Mais quoi qu'il en soit, je ne serai jamais assez content. Moi, c'est le principe des militants de gauche qui, tel Sisyphe, poussent le rocher sur la montagne. Donc, dans ce domaine-là, je pense évidemment que depuis de nombreuses années, on n'articule plus progrès économique et progrès social. Voire même, on explique que si on faisait un peu de régression sociale, on ferait plus de progrès économique. Et c'est cette idée-là, moi, qui me choque, qui me heurte, et qui justifie que chacun dans notre domaine, on essaie de faire en sorte d'améliorer les conditions de vie des salariés. Je vais vous prendre un exemple, mais cet exemple, on n'en parle pas et je le regrette. Nous avons fait voter, dans la loi sur l'économie sociale et solidaire au Sénat, une mesure qui va concerner tous les salariés français d'entreprises de moins de 250 salariés, qui vont désormais savoir quand l'entreprise est à vendre, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Ils ne disposaient pas de ce droit. Et dans le délai qui leur sera offert au moment où ils sauront que leur entreprise est à vendre, nous construisons des instruments de financement, un nouveau statut de SCOP, entreprise de l'économie sociale et solidaire, pour faciliter la reprise de leur entreprise. À quoi ça va répondre cela? Au fait que chaque année, il y a 50 000 emplois en France détruits, faute de repreneurs d'entreprises, des PME, en bonne santé. Je ne parle pas d'une entreprise qui connaît des difficultés, dont le carnet de commandes est vide, une entreprise en bonne santé, dont le patron s'en va, part à la retraite, mais n'a pas trouvé de repreneur. Il pourrait y en avoir un, le concurrent, mais le concurrent se garde bien de reprendre parce qu'il préfère que ça meure pour récupérer les clients. Et donc, à la fin, il y a 20-30 emplois sur le tapis. Ça en fait 50 000 au niveau national. Bien là, grâce à cette mesure, le droit d'information préalable des salariés, c'est un progrès social, c'est un nouveau droit pour les salariés. Et ça favorise la transmission d'entreprise, donc la croissance, donc l'économie. Benoît Hamon, merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur TV5 Monde. Merci à vous.